Au cours des dernières semaines, quelque chose a changé dans la guerre en Ukraine. Bien que les combats fassent toujours rage, on a l'impression d'avoir franchi un point de bascule. Zelensky est critiqué, même en Occident, pour corruption. Les Américains ont de nouveau déclaré vouloir mettre fin à la guerre dès que possible dans leur nouvelle stratégie de sécurité nationale, et les pertes sur le champ de bataille semblent s'accélérer. Pour nous aider à comprendre ces évolutions, nous recevons à nouveau un ami de l'émission, Stas Krapivnik. Stas, bon retour parmi nous. Merci. Toujours un plaisir. Ravi de te revoir, car tu viens justement de visiter la région du Donbass. Comment était-ce qu'as-tu appris là-bas? Et quelle est ton impression sur l'évolution actuelle du champ de bataille? Oui, nous sommes arrivés à Donetsk par l'Est. La dernière fois que j'étais à Donetsk, c'était en mai, donc cela fait un peu plus de 5 mois. Il y avait des bâtiments dans l'Est et le centre de Donetsk. Quelques bâtiments que nous avons vus avaient été détruits. Ils ne l'étaient pas auparavant. Nous parlons donc probablement de missiles d'attaque, peut-être des missiles Storm Shadow, frappant des bâtiments civils. Il n'y a pas de présence militaire à Donetsk. Il y a des soldats qui se promènent ici et là, mais ce sont surtout des personnes en permission rendant visite à leur famille. C'est un point sur lequel je me concentrerai la prochaine fois que j'y serai. Il y a encore beaucoup d'hommes qui se promènent et qui ne sont pas dans l'armée. Car l'histoire qu'on entend, c'est que tout le monde à Donetsk, tous les hommes, ont été tués, puisque la Russie perdrait soi-disant des millions et des millions de personnes. Mais on voit ici beaucoup d'hommes exerçant différents métiers, avec leur famille, même si Donetsk est effectivement touché. Là où je logeais, dans l'un des hôtels, on pouvait entendre le Pantsir fonctionner la nuit, parce que quelque chose était entré, avait franchi les anneaux extérieurs et se dirigeait vers la ville. Il y a donc aussi des systèmes anti-aériens à l'intérieur de la ville. C'est l'ultime anneau de défense. En revanche, la Russie ne place pas les systèmes de missiles à l'intérieur des villes. Contrairement à l'Ukraine, les forces ukrainiennes placent leurs systèmes de missiles, comme les S-300 et les S-400, en périphérie des villes. La raison en est que les Ukrainiens utilisent leur propre population comme bouclier humain. Ainsi, si l'on détruit leur système antimissiles, alors qu'ils se trouvent près des écoles, des hôpitaux ou dans des zones résidentielles, l'explosion aura des répercussions sur les bâtiments environnants. De plus, ils tirent des missiles depuis l'intérieur des villes. Or, tout ce qui monte, la physique reste la physique, finit par retomber quelque part. Donc même si un missile russe est intercepté au-dessus d'une ville ukrainienne, tous les débris retombent sur cette même ville. Il y a des victimes civiles, et alors les médias ukrainiens et occidentaux crient « Ah, les Russes visent les civils ». Ce n'est pas le cas. Mais le métal retombe quand même, et il retombe violemment. Les systèmes de missiles russes sont tous situés sur l'anneau extérieur de chaque ville. Moscou en a aussi. Toutes ces zones en ont. Et à l'intérieur, on trouve davantage de systèmes de défense ponctuels, comme le Pantsir, qui utilisent des canons automatiques et des missiles à courte portée, capables d'abattre un grand drone ou un drone de type avion, peu importe. Et quand ça retombe, parce que bien sûr, des morceaux retombent, cela cause des dégâts minimes. Bien sûr, cela pourrait tuer quelqu'un si un morceau de métal vous tombait sur la tête. Ce n'est pas vraiment agréable. Mais on n'a pas, tu sais, ces missiles de 5 mètres de long ou des morceaux de missiles qui tombent un peu partout, comme c'est le cas avec des systèmes tels que le S-400 ou l'Iris. L'Iris mesure, je crois, environ 3 mètres de long, mais cela reste un sacré morceau de métal qui retombe. Quand nous sommes arrivés dans l'ouest de Donetsk, le district de Kiev, dans l'ouest de Donetsk, cette zone était endommagée et elle continue d'être frappée. L'artillerie à tubes et les systèmes de mortier ne sont plus à portée
ils ont été repoussés. Il reste toutefois une certaine artillerie à tubes équipée d'un obus à assistance par fusée qui peut atteindre l'ouest de Donetsk. That can reach western Donetsk. Mostly it's rockets or missiles. La plupart du temps, ce sont des roquettes ou des missiles, et la ville est endommagée. Les gens continuent d'y vivre. Ils refusent simplement de partir. Il y a beaucoup de dégâts plus à l'ouest, à la périphérie de la ville. Plus on s'éloigne, plus les destructions sont importantes. Et puis nous sommes allés à Avdiivka. Maintenant, Avdiivka est une banlieue, mais pas directement reliée. Je suppose qu'un mot plus juste serait satellite. Il y a environ 6 ou 7 kilomètres entre la limite d'Avdiivka et celle de l'ouest de Donetsk. Pour le public américain, car la plupart des Européens le comprennent déjà, il n'y a pas d'étalement urbain majeur. La ville s'arrête simplement. Il y a une ou deux rues, puis ce sont des champs. C'est là que la ville s'arrête. Comme la plupart des Européens, en réalité. On ne peut pas dire la même chose de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, ces grandes villes, car il y a désormais une immense expansion urbaine. Les petits villages satellites ont tous été en quelque sorte absorbés. Et la ville ne cesse de s'étendre parce que les gens construisent des lotissements de maisons individuelles. Ce n'est pas le cas à Donetsk. Il n'y a pas ce type d'investissement, en partie à cause de la guerre, et auparavant parce que le gouvernement ukrainien retirait surtout de l'argent sans rien y investir. Ainsi, la ville s'arrête net. Il y a environ 6 kilomètres entre Avdiivka et Donetsk, des champs ouverts, ce qui permet de comprendre à quel point il était difficile d'avancer dans ces zones. Et Avdiivka. Avdiivka était probablement la principale ville forteresse de la ligne ukrainienne, qu'ils préparaient depuis 8 ans. Ils prévoyaient, vous savez, ils s'étaient massés pour attaquer depuis cette zone en direction de Donetsk, lorsque la Russie a préempté l'attaque. Environ la moitié des forces ukrainiennes s'y étaient regroupées. Dans le Luhansk, ils étaient en position de départ, qui n'était pas vraiment fortifiée. Tandis que dans le Donetsk, ils occupaient des positions de départ fortifiées. Ainsi, alors que le Luhansk a été dégagé très rapidement, l'oblast de Luhansk, la province de Luhansk, le Donetsk a été le théâtre d'un combat acharné qui ne commence que maintenant à se terminer. Eh bien, vous savez. And Avdiivka, well, you know, Stas Krapivnik ici. Continuez. Hello. Bonjour. Ouais, j'ai désactivé mon VPN, donc ils vont probablement l'entendre. Pas de souci. Je t'ai perdu au moment où tu as dit Avdiivka, tu sais. Oui. Avdiivka, tu sais, c'était la principale fortification le long de la ligne. Donc la prendre a été un combat acharné.
Et maintenant, eh bien, elle est dégagée, entièrement dégagée. Le front s'est déplacé d'environ 30 km vers l'ouest. Alors, pour ce qui est de cette idée que tout est dans l'impasse, que rien ne bouge, il faut être aveugle pour ne pas voir que ça avance, ou complètement dans le déni. Mais la ville est perdue. Je veux dire, il y a cette église dans la vidéo qui a survécu et qui semble avoir survécu absolument intacte, grâce au Seigneur. Parce que les Ukrainiens, ces temps-ci d'ailleurs, s'en prennent aux églises avec des drones. Ils font ça depuis un an. Plus l'église est ancienne, plus elle attire de drones. Combattre Dieu ne fonctionne jamais. Mais cela semble être l'un des objectifs, car il ne représente aucune menace stratégique. C'est seulement une tentative culturelle d'effacer la culture et la religion, ce qui ne fonctionne jamais. Quant à la ville elle-même, elle va être rasée, puis reconstruite. Elle sera reconstruite, tout comme Mariupol l'a été. Cela ne peut simplement pas être fait pour le moment, car elle se trouve encore à portée des drones. Il y a des drones qui apparaissent, pas très nombreux, et certaines personnes sont revenues. Il ne reste plus grand-chose de la population. Une partie de la population a été évacuée vers l'ouest par les Ukrainiens. Les personnes qui refusent de partir, les Ukrainiens les appellent, ou en russe, on les appelle Jdouni, les attentistes, ceux qui restent sur place, ceux qui ne veulent pas bouger. Dans ce cas, parce qu'ils sont russes et qu'ils attendent l'armée russe. Ainsi, l'armée ukrainienne aurait une politique consistant à les tuer. Ils ont tenté plusieurs opérations dites Bucha 2.0, en créant des cadavres, mais souvent, ils n'ont pas eu le temps de publier les vidéos avant que les forces russes n'arrivent et ne filment tous les corps partout. Il y avait une vieille femme qui a été abattue d'une balle dans la tête alors qu'elle était assise sur un banc. Et un an plus tard, son corps était toujours là lorsque l'armée russe est passée et a nettoyé la zone. Elle a simplement été laissée là par les Ukrainiens, ou peut-être par des mercenaires ukrainiens. Ils sont encore pires que n'importe lesquels de ces, enfin, aussi mauvais que ces unités de type SS comme Azov, Tornado et les autres, les loups de Da Vinci. La plupart des corps ont été enlevés au cours de l'année dernière, mais il en reste encore sous certains décombres. Il faut simplement dégager les gravats. La ville est tellement endommagée qu'il faut la reconstruire. Très peu de bâtiments sont récupérables. Certaines personnes sont revenues et y vivent à nouveau. Si tu regardes mes vidéos, tu remarqueras que les fenêtres de certains de ces bâtiments très endommagés, surtout au rez-de-chaussée, ont été condamnées car il n'y a plus de vitres. Il n'y a pas de vitres. J'ai vu très peu de carreaux encore intacts. Dans la plupart des endroits, il n'y a même plus de carreaux, seulement des éclats de verre, ou rien du tout. Les encadrements de fenêtres entiers ont été arrachés. Certaines personnes ont cloué des planches sur les fenêtres et y vivent encore. Ce sont les appartements qu'elles ont, et elles ne veulent pas partir. Mais la ville doit être reconstruite. C'est comme l'un des grands champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Quand on regarde ces villes, sans les bombardements incendiaires des Américains, des Britanniques ou des villes allemandes, mais n'importe quelle ville sur laquelle on s'est battu, ça y ressemble, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. As-tu parlé à certaines des personnes là-bas? Je veux dire, comment ont-elles réussi à survivre à tout ça? Cette région est disputée depuis environ 2 ans maintenant. Et bien sûr, elle traverse des périodes plus calmes, puis d'autres très très intenses. Je pensais que tout le monde partirait. Mais comme tu le dis, il y avait des gens qui restaient, même à Bakhmut. Il y avait des civils qui sont sortis des sous-sols à Stalingrad quand tout était terminé. Vous savez, les Russes sont un peu comme ça. Nous sommes têtus. Mais, vous savez, en Allemagne, si vous regardez bien, les seules zones où les civils n'ont pas survécu,
était celle que les Américains et les Britanniques ont bombardée au napalm. Tout le monde se souvient de Dresde, mais c'était le cas de chaque ville allemande. Sans exception, elles ont toutes été incendiées. Et cela visait à exterminer la population. Mais dans les zones où il n'y avait que des combats conventionnels, les civils ont survécu. Ils se cachaient. Maintenant, les Ukrainiens ont tué beaucoup de ces civils pendant leur retraite. Donc encore une fois, quand ils disent « Oh, ce sont nos gens », oui, sauf que vous êtes en train de tuer vos propres gens. Ce sont vos gens. Vous voulez la terre. Vous ne voulez simplement pas des gens qui y vivent. Même en ce moment, si vous regardez Miragrad et des zones similaires, il y a beaucoup de vidéos montrant des drones ukrainiens tuant des civils. Les drones russes les guident vers la sortie et on peut entendre les opérateurs de drones russes crier et jurer parce qu'ils essayent de guider les gens vers un endroit sûr. Puis on voit des drones ukrainiens arriver et commencer à attaquer les civils. Ils les torturent aussi. Il existe des vidéos qui le montrent. Ils ont abattu un vieil homme avec un chien. La femme à côté de lui a été blessée, agenouillée en train de prier, et le drone planait juste devant elle avant de la tuer. Ils aiment jouer avec leurs victimes. Et on peut entendre les opérateurs de drones russes, ceux qui filment cela, jurer et crier, mais ils ne peuvent rien y faire. C'est l'un de ces sujets qui seront contestés pendant des décennies. Et l'Occident dira, tout cela, c'est les Russes. Ce sont les Russes qui font ça. Je veux dire, ce sont toutes les choses qu'on entend sans cesse dire que la Russie fait. Et le fait est que le camp russe peut présenter autant de preuves vidéo qu'il le souhaite, même devant le Conseil de sécurité. L'opinion générale, ici, enfin, en Occident, est simplement que seuls les Russes torturent leurs victimes. Les horreurs ne se produisent pas à chaque fois. Point final. Et les soldats, eh bien cela arrive, je veux dire, cela arrive partout. Mais ce n'est pas une politique d'État. Et ce n'est pas quelque chose d'approuvé. C'est puni. En fait, devant la Cour internationale d'appel, l'Ukraine a perdu. C'est sorti la semaine dernière. Toute la plainte de l'Ukraine contre la Russie a été rejetée. La Russie a remis 10 000 pages de documents et de témoignages oculaires sur la torture de civils et les meurtres qui se produisaient avant que le conflit n'explose complètement. Cela a donné à la Russie la crédibilité de l'article 51, le droit de protéger, qui a déclenché toute cette opération. Donc oui, l'Ukraine a perdu. Ce n'est pas quelque chose qui a vraiment fait la une des médias occidentaux. Évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la position occidentale. Oui, mais passons peut-être maintenant un peu au volet politique. Je veux dire, comment interprètes-tu cela? Nous avons maintenant ce scandale de corruption, et pour la première fois en 4 ans, l'Occident dit qu'il pourrait y avoir un peu de corruption. Et nous savons d'après des personnes comme Ivan Kachanovsky que le NABU est entièrement contrôlé par les Américains, par la CIA. Donc, le fait que cela sorte constitue un levier supplémentaire pour les États-Unis afin d'exercer une véritable pression sur la politique de Zelensky, sans pour autant retirer le soutien en matière de renseignement et d'armée, n'est-ce pas? Alors, comment interprètes-tu ce qui se passe? Le NABU, je pense, ressemble moins à la CIA et davantage au FBI, curieusement. Désolé. Oui, on pourrait croire que ce serait l'inverse. Petit fait intéressant, il n'y a eu aucune inculpation contre Yermak, et Yermak est toujours en place. C'est un homme qui, depuis 4 ans, s'est insinué partout. Je veux dire, sur les 27 gouverneurs, 20 ou 21 sont ses gens. Ses partisans sont présents dans chaque ministère. Il est partout, omniprésent, influent et totalement impliqué. La raison pour laquelle il est, soi-disant, allé au front et a pris quelques photos avec un char, c'est pour éviter toute poursuite, gouvernementale ou judiciaire, pas de persécution. Mais oui, évidemment,
les choses se passent ainsi, car ses ennemis crient maintenant tous contre lui. Oh, il a bloqué ceci, ou on aurait pu gagner s'il n'avait pas fait cela. Oh, he blocked this, or we could have won if he hadn't done this. But that's internal war of the rats. Mais c'est une guerre interne entre rats, la politique ukrainienne. Ça a toujours été comme ça. L'élite politique en Ukraine est passée maîtresse dans l'art de savoir quand changer de camp et trahir ses alliés et ses amis. L'ami d'aujourd'hui devient demain la cible d'un poignard dans le dos. C'est ainsi que la politique ukrainienne a toujours fonctionné. Même lorsqu'il n'y avait pas encore d'Ukraine, mais plutôt l'arrière-pays, ce que signifie littéralement Ukraine. Les divers nobles vivant dans ces régions changeaient souvent de camp entre l'Empire russe, les Polonais et les Turcs, selon ce qui les arrangeait. Ils se poignardaient sans cesse dans le dos. C'était, disons, une loyauté bâtie sur une base de gélatine, toujours tremblante. On ne sait jamais vraiment de quel côté ils sont, et ils ne restent jamais achetés. Non, tu es en train de me dire que la famille Kaja Kallas n'était pas des communistes convaincus jusqu'au bout pour la cause, mais en réalité, de simples opportunistes politiques? Non. Oh oui, les États baltes libres, c'est un tout autre sujet. Oui, ce sont les pires peut-être. Difficile à dire, parce qu'une partie de sa famille, d'ailleurs, était nazie. Ils ont été pardonnés par Staline, puis ils sont devenus des apparatchiks. Et tu sais, ils cherchent toujours à qui se rallier comme de petites sangsues. Qui va me nourrir maintenant? C'est triste à voir. Alors la femme qui dit « Nous savons ce que nous avons souffert sous l'occupation ». Sa famille faisait partie de l'élite. Et d'ailleurs, les millions de son mari ont été gagnés grâce à des affaires avec la Russie. Je pense qu'il a encore ses liens commerciaux. Il continue à gagner de l'argent. Donc tu vois, tout son mode de vie repose sur le commerce avec la Russie. C'est assez intéressant en fait. Oui, c'est vrai. Mais désolé, nous nous sommes un peu égarés. Que penses-tu qu'il se passe maintenant? Sommes-nous à un point de bascule, comme je l'ai dit dans l'introduction? Penses-tu que les choses vont évoluer beaucoup plus vite désormais? Parce que les États-Unis, avec cette nouvelle stratégie de sécurité nationale, même si ce n'est pas une surprise totale, c'est plus ou moins ce que Trump disait depuis un certain temps. Mais maintenant, c'est écrit noir sur blanc. Et on a vraiment l'impression que les États-Unis veulent en finir encore plus vite que ce que nous pensions. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? Eh bien, la stratégie de sécurité. Une chose est ce qui est écrit sur le papier, et une autre est d'écouter ce qu'ils disent réellement. Et Hacksmith en a déjà beaucoup dit. Hacksmith a prononcé un discours de 40 minutes à la bibliothèque Reagan. Oui, j'ai écouté tout le discours. C'était en fait plus facile à écouter que celui de Trump, que j'ai dû suivre en 3 parties parce que c'était tout simplement trop difficile à supporter d'un seul coup. Je compatise avec ces généraux. Quel public captif. Mais en réalité, comme le dit Bartlett, il s'agit essentiellement de se répartir les ressources. La Russie n'est plus considérée comme l'ennemi de l'Amérique. Mais la Russie est une adversaire de l'Europe, comme l'a dit Boba Fett. Et l'Europe doit se lever, et nous la soutiendrons. Ce que je dis depuis le début, c'est que le rôle de l'Amérique maintenant, c'est que nous avons ce conflit en cours, et nous n'abandonnons pas le projet Ukraine. Nous avons investi dans ce projet. Il est maintenant temps d'en tirer profit. Comment gagner de l'argent avec une guerre perdue? Eh bien, le but n'est pas de gagner ou de perdre. Le but, c'est de faire de l'argent. Vous connaissez le dicton « Tout est fini, sauf les morts ». Et il y a encore beaucoup de morts à venir, surtout parmi les Européens. Que les Européens... Bon, eh bien, vous savez, nous possédons un tiers de l'Europe, ce qui, enfin, ce n'est pas la bonne façon de le dire. Les pays de l'UMMOD. Les anciens pays de l'URSS,
Et même là, il y a des pays comme, je ne sais pas s'ils sont encore considérés comme des pays ou des provinces, comme la Hongrie, la Slovaquie et maintenant l'Autriche, qui sont loin d'être ravis de tout cela et ne veulent rien avoir à faire avec ça. Et la République tchèque, eh bien, l'Autriche a voté pour le Parti conservateur, mais ils ne sont pas encore au pouvoir parce que l'opposition a réussi à former un gouvernement et à les en empêcher. Mais je pense qu'aux prochaines élections, à moins qu'il ne soit interdit, il ne fait aucun doute qu'ils pourraient même obtenir une supermajorité pour former leur propre gouvernement sans aucune coalition. Mais pour les Européens, eh bien, disons 5%. Et pour nos alliés qui refusent de dépenser 5%, nous avons des moyens de les sanctionner. Vous savez, l'Espagne, le Portugal. Et comme l'industrie européenne ne peut pas vraiment produire, enfin, elle fabrique un peu d'équipement, les Allemands se remilitarisent, se réindustrialisent plus vite que la plupart des gens ne le pensent. Mais ils ne peuvent toujours pas produire la majeure partie de ce dont ils ont besoin pour l'armée de 500 000 hommes qu'ils se préparent à lancer. Et d'ailleurs, les manifestations à Berlin, il n'y avait qu'environ 8 000 personnes à ces manifestations, 8 000 jeunes. Ce n'est pas une manifestation massive pour une ville de la taille de Berlin. Mais les Américains, n'oublions pas, l'Amérique a 1500 chars M1 stationnés là-bas. Ce sont désormais des chars M1 modernisés. Des pseudo-M1A1 parce qu'ils ont encore un blindage en acier. Ils n'ont pas le blindage composite. Ils remplacent le canon principal de 105 par un 120. Ils ont 2500 M1A1 entreposés. Ils disposent de nombreux systèmes anti-aériens, des systèmes anciens des années 1960 et 1970. Des centaines d'entre eux sont stockés. Ils ont des milliers d'anciens Bradley entreposés. Vous savez, soit on les met à la ferraille, soit, mieux encore, on les vend. Et il vaut mieux les vendre au prix d'aujourd'hui, pas à ceux que vous avez payés dans les années 1980. L'Europe a besoin de chars. Et si l'Europe est engagée dans le combat, elle aura vraiment besoin de ces chars. C'est là que vous faites de l'argent. Vous savez, si vous vendez un char à 14 millions de dollars pièce pour une division de chars, environ 400 chars, eh bien, multiplié, cela fait quoi? Environ 5 milliards de dollars. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils voulaient que l'Europe dépense plus d'argent. Mais ils veulent que cet argent soit dépensé pour de l'équipement américain, n'est-ce pas? Je veux dire, ils ne pensent pas que vous puissiez produire ce matériel vous-même. Si vous le faites, alors encore une fois, ils veilleront à ce que cela n'arrive pas. Mais encore une fois, vous savez, il y a cette question. Cela ne peut pas être la stratégie de perdre l'Ukraine pour ensuite amener le combat en Europe, n'est-ce pas? Parce que le grand problème, c'est qu'une fois que vous atteignez la frontière polonaise, vous atteignez en réalité une frontière de l'OTAN. Et alors, avec l'OTAN, c'est un peu tout ou rien. Pas vraiment. Regardez ce que dit réellement l'article 5. Tout d'abord, l'article 5 ne dit pas que chaque pays doit se précipiter pour combattre. Il stipule qu'il y aura des consultations générales et que chaque État membre décidera de la manière dont il peut aider. Certains enverront une division, d'autres 20 sacs de couchage, et quelqu'un d'autre allumera une bougie et fera une prière. Donc, aux États-Unis, je pense que dans ce cas, nous dirions, eh bien, le Marshallith, et matériel ici. Absolument. Mais ce serait le moment où le charme serait rompu. Si cela arrivait, si l'un des pays de l'OTAN se retrouvait dans un conflit ouvert et que les autres ne se précipitaient pas pour envoyer des troupes, ce serait la fin de l'OTAN telle que l'Occident collectif la conçoit, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, du matériel militaire continuerait à circuler, et ainsi de suite. Mais l'OTAN, en tant que quartier général, son noyau même disparaîtrait.
Eh bien, tu sais aussi bien que tout le monde, Pascal, qu'une fois que, je ne dirais pas le combat, mais la guerre réelle est engagée, elle prend sa propre dynamique. C'est le cas. Il est très facile de déclencher une guerre. Il est très difficile de l'arrêter, surtout lorsqu'elle a été attisée par beaucoup de propagande en Occident, les méchants Russes. Et une fois la guerre commencée, tu sais dire « Oh, l'OTAN est comme ceci. Bon, peu importe. Peu importe. Arrêtons tout ça. Cela devient presque impossible. » Elle prend sa propre vie. Et je pense que c'est là-dessus qu'il compte. Tu sais, certains pays de l'OTAN, bien sûr, ne se battront pas. Certains pays auront probablement une révolution, la Grèce, la Bulgarie, s'ils sont sommés d'aller combattre les Russes. D'autres pays iront volontiers. La Roumanie, peut-être, peut-être pas. Je veux dire, si tu regardes les dernières élections, si elles avaient été conservées au lieu d'être enterrées, les Iraniens ont clairement dit « Non, nous n'en voulons pas », à 65%. Mais encore une fois que les émotions s'enflamment, il est difficile de dire comment les choses vont évoluer. Et une fois que le combat est engagé, peu importe qui l'a commencé. Cela peut offenser les Européens. Je pense enfin, d'accord, pas les Européens, l'USSR, les paysans de l'USSR. Parce que c'est le rôle que les élites ont attribué à leur peuple. Il n'y a pas de véritable liberté d'expression ou de choix dans la plupart de ces nations. Évidemment, car les foules ont été ignorées pendant des années. Regarde la France et les Gilets jaunes, et ainsi de suite. Mais ce que je pense qui en contrarie beaucoup, ou en insulte beaucoup, c'est quand on leur dit qu'il n'y a rien là que la Russie désire. Littéralement, il n'y a rien dans le reste de l'Europe. Non, en Ukraine, nous nous battons pour nos terres historiques. Des terres qui sont les nôtres depuis 1000 ans, celles que les Soviétiques ont découpées et transformées en États artificiels. C'est tout. Au-delà de cela, nous ne voulons rien d'autre là-bas. Il n'y a rien là-bas. La seule raison pour laquelle l'Empire russe est jamais allé plus loin, comme en Pologne, c'est qu'il y avait eu des guerres incessantes avec la Pologne pendant 1000 ans, et on en arrive à se demander, que faisons-nous d'eux? Nous pourrions les exterminer, mais ce ne serait pas très chrétien de notre part. D'accord, essayons de les incorporer. Même alors, la Pologne était un État autonome au sein de l'Empire russe. C'était son propre royaume à l'intérieur de l'Empire, un système féodal où l'empereur était le roi de Pologne. Ils avaient leur propre gouvernement qu'ils élisaient et mettaient en place eux-mêmes. Les Polonais n'aiment pas parler de ce petit détail à l'époque de l'Empire russe. De nombreux officiers polonais ont servi loyalement sous le tsar jusqu'à la fin. C'est bien là le point. Nous ne voulons rien de tout cela. Qu'avons-nous là-bas? Une culture qui s'est dégradée. Un grand nombre d'immigrés qui ne travaillent pas. Ils restent simplement là, à vivre au crochet du système. Des infrastructures en ruine. Une industrie désindustrialisée. Aucune ressource. Qu'y a-t-il là-bas que nous pourrions vouloir? Tout ce que nous n'avons pas déjà, n'importe quelle technologie, nous pourrions à peu près l'acheter d'une manière ou d'une autre, ou simplement engager des gens pour la recréer si nécessaire. Alors, qu'y a-t-il là-bas? Et cela les insulte profondément. Je sais que cela blesse les Européens parce qu'ils pensent être le centre de l'univers. Eh bien, messieurs, non, pas vraiment. Plus maintenant, Ab. Je veux dire, c'est l'une des choses que ces gens de l'UABMR, avec leur politique stupide, ne comprennent tout simplement pas. Mais le danger reste, bien sûr, qu'ils se montent la tête jusqu'à une frénésie de guerre, non? Qu'ils se persuadent qu'il faut mener une guerre préventive. Nous devons intervenir les premiers pour empêcher les Russes d'arriver, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a maintenant des gens au sein de l'OTAN qui envisagent même de telles idées, publiquement, ce qui est vraiment effrayant. Alors selon vous, que prévoit la Russie pour désamorcer cette bombe à retardement potentiel?
I don't know if Russia's doing that Je ne sais pas si la Russie fait vraiment beaucoup pour désamorcer la situation. Enfin, d'accord, laissez-moi reformuler. La Russie n'a cessé de dire « Nous ne voulons pas de cette guerre, point. Nous ne voulons pas d'une guerre avec l'Occident. » La Russie l'a répété encore et encore. Mais la Russie a agi lentement, et je pense que cela a eu l'effet inverse de celui recherché. Je le dis depuis plus de 2 ans dans les médias. Nous ne devrions pas aller lentement. Nous devrions aller vite, car cela ferait peur à l'Occident et le pousserait à dire « D'accord, parlons-en. » Si vous remarquez, quand tout cela a commencé, toutes les ambassades ont fui Kiev. Puis elles ont fait demi-tour en se disant « Oh, les Russes ne descendent pas comme un marteau-pilon. » Nous allons simplement revenir en arrière et reprendre les affaires comme d'habitude. Et aller lentement a eu l'effet inverse. Parce que, eh bien, la Russie, c'est une différence de mentalité. La Russie ne veut pas projeter une forte agressivité, du genre « nous allons tout prendre », blabla. Alors ils avancent lentement, pensant que de cette façon, les autres comprendront que c'est contenu, qu'ils ne sont pas en état de guerre. Ils sont en état d'opération militaire spéciale. Pendant ce temps, en Occident, c'est plutôt « Oh, eh bien, on peut les battre. Regardez comme ils avancent lentement. On peut les battre, ils ne font pas peur. » C'est exactement l'effet inverse. Mais je pense que le gouvernement russe commence enfin à rattraper cela, que le message se brouille. C'est un monde étrange. Tout va dans le sens exactement opposé. D'un autre côté, cela a eu pour effet que les troupes de l'OTAN en Ukraine ou les troupes ukrainiennes équipées par l'OTAN ont été essentiellement envoyées dans la machine à broyer, n'est-ce pas? La Russie n'avait qu'à attendre et mener sa guerre d'usure. Et à partir du moment où il est devenu clair qu'il s'agirait d'une guerre d'usure, c'était en quelque sorte la meilleure situation possible, non? Il n'est pas nécessaire de passer à l'offensive. Il suffit d'épuiser l'adversaire. Aussi horrible que ce soit. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a dit à plusieurs reprises, c'est absolument atroce. Mais c'est ainsi. D'un autre côté, l'OTAN a également précisé que ce qu'elle ne voulait pas, c'était une guerre de l'OTAN. Chaque fois qu'un missile ou quelque chose tombait sur le territoire polonais, tuant 2 Polonais, et que Zelensky disait « Eh bien, l'article 5, maintenant vous devez », ils lui ont immédiatement tapé sur les doigts en disant « Non, 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 tais-toi, tais-toi, c'est une guerre par procuration, et tu es le proxy, alors fais la guerre et tais-toi ». Ils l'ont très clairement fait comprendre, et ils l'ont fait à plusieurs reprises, en fait, pour calmer le jeu à nouveau lorsque la situation frôlait une véritable guerre OTAN-Russie. Alors, penses-tu que cette stratégie va maintenant changer? Je pense que les Européens ont changé de stratégie, parce que tu as raison. Ils se sont montés la tête jusqu'à la frénésie. Je veux dire, regarde l'aéroport de Bruxelles et les soi-disant incidents de drones. Le dernier drone était en réalité un hélicoptère de la police que le gouvernement a refusé de reconnaître jusqu'à ce que les médias locaux le révèlent. Du genre, regardez, c'est l'hélicoptère. Oui, on survole l'aéroport. Bon, ça ce n'est pas un drone. Et il s'avère que tous les autres drones étaient autre chose. Des hélicoptères, de petits avions, voire des étoiles. Tu sais, les étoiles scintillent. Oh, c'est un drone. Et c'est ce niveau d'hystérie qu'ils essayent de provoquer chez les gens. Et dans une certaine mesure, ça fonctionne. Je veux dire, regardez, vous savez, nous aimons voir les gens qui disent « Non, c'est mal, nous n'en voulons pas ». Et ils obtiennent un peu de couverture médiatique, du moins dans les médias de l'Est ici. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens l'achètent. Et c'est là le problème. Je veux dire, regardez, la manifestation anti-guerre en Allemagne, dans ce cas à Berlin, comptait environ 8000 étudiants. Pour une ville de... Quelle est la population de Berlin? 6-7 millions. C'était 8000 étudiants. Et c'est principalement parce qu'ils sont ceux qui sont enrôlés.
Maintenant que ça commence à les toucher directement, ils se disent « Ah d'accord, eh bien nous sommes contre la guerre ». Mais la frénésie est là, et elle continue de croître. Les Allemands de l'Est, qui ont réellement été dénazifiés, vraiment dénazifiés, ne veulent pas de cette guerre, et y sont farouchement opposés. Les Allemands de l'Ouest, la majorité, soutiennent encore Marx. Ils n'ont pas encore ressenti la douleur économique. Et maintenant, les Allemands rétablissent la conscription. Ils vont avoir plus d'1 demi-million d'hommes, ce qui rend les Polonais nerveux. Il y a ce petit précédent historique. Car, pour atteindre la Russie, il faut toujours, en quelque sorte, passer par la Pologne. Et la Pologne n'a pas exactement entretenu les meilleures relations avec l'Allemagne. En fait, elle réclame 1000 milliards d'euros de réparation pour la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, la Pologne s'est aussi débarrassée de tous ses Allemands. Elle est devenue un État monoethnique. Donc, c'est assez intéressant. Il y a ces pays en Europe qui sont toujours un peu, vous savez, sur le passage. La Pologne en fait partie, et la Belgique aussi. Vous savez, en tant que Suisse, ce que je dis souvent, c'est que je dois vraiment remercier les Belges, n'est-ce pas? Ils ont servi de paratonnerre 2 fois. Ils ont encaissé le coup 2 fois à notre place. La Suisse, c'est pareil, elle est juste sur le chemin. Mais bon, que voulez-vous faire? Enfin bref, revenons-en. Désolé, blagues idiotes mises à part. Je n'arrive toujours pas vraiment à imaginer ce qu'ils font en ce moment, parce que la manière dont les Américains changent un peu de ton maintenant, et Brian Berletic dit qu'il ne change que la rhétorique, pas l'objectif. Berletic dit que c'est toujours la continuation du même programme. L'autre camp affirme, regardez, c'est complètement différent. Et les Européens vont être sérieusement furieux à ce sujet, pas seulement en surface. C'est un choc profond, profondément enraciné pour eux, quelle qu'en soit la cause, ou peut-être les deux à la fois, n'est-ce pas? Cela va avoir un impact sur la manière dont les Européens perçoivent la sécurité. Une option pourrait être une sorte de rapprochement avec la Russie, hautement improbable. L'autre serait de s'entêter dans quelque chose de vraiment stupide. Mais comment pourraient-ils même s'entêter à ce stade? Il leur faudrait des années pour constituer quoi que ce soit qui ressemble à une véritable force de combat contre la Russie. Je veux dire, ils ne peuvent pas être assez fous pour emprunter cette voie. D'accord, je vais utiliser cette analogie. Je l'ai déjà utilisée une fois dans une autre émission, ou peut-être que c'était dans la mienne, je ne me souviens plus. Donc l'analogie est la suivante. Vous êtes dans une relation abusive. Le mari maltraite sa femme, et elle finit par dire « Tu sais quoi, j'en ai assez, j'en ai marre de tout ça, je m'en vais, c'est fini, je pars. » Et la femme dit « Non, non, ne pars pas, même si tu me maltraites, ne pars pas. » Et lui répond « Non, je vais partir. » Alors elle dit « Eh bien, si tu pars, je vais aller chez mon voisin, provoquer une bagarre, et il va me poignarder. » Et ce sera entièrement de ta faute. Donc tu devras venir me sauver, quoi qu'il arrive. C'est ce genre de mentalité du type « Très bien, alors on va simplement déclencher la guerre. Et ensuite, tu devras rester. Tu n'auras pas le choix. » J'ai bien peur que ce soit la mentalité que nous voyons chez des gens comme Merz, Starmer et Macron, et pas seulement eux. L'ensemble de la direction de l'UMR semble être dans cet état d'esprit. Nous allons simplement continuer à faire monter la tension avec la Russie, mourir à cause de l'ours voisin. Et ensuite, ce sera entre vos mains, et vous devrez faire quelque chose. La Russie montre clairement que c'est précisément ce qu'elle ne veut pas, n'est-ce pas? Elle envoie un signal aux États-Unis en disant « Vous devez nous aider à construire une fichue structure de sécurité comme nous vous le disons depuis des décennies. » La dernière fois, c'était vers décembre 2021, quand vous nous avez simplement renvoyé ça à la figure sans rien proposer. Mais ils disent
vous devez nous aider à construire une structure. Et ça fait en quelque sorte partie de leur stratégie de négociation à propos de l'Ukraine, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Je vais aller un peu plus loin. Quelque chose que la plupart des Occidentaux, en particulier les Américains, n'ont jamais entendu. La première fois que la Russie a proposé cela, c'était en 1948. Staline a appris que l'OTAN était en train d'être créée et a voulu y adhérer comme une sorte de Conseil de sécurité européen. L'Union soviétique ne voulait pas envahir l'Europe occidentale, ni même l'Europe de l'Est. Elle a mis en place ces États tampons, parce qu'elle s'est dit, très bien, maintenant la deuxième manche est devant nous. Il y avait, vous savez, Churchill qui voulait relancer la guerre. Cela s'appelait l'opération Unthinkable. Il voulait simplement poursuivre la guerre, réarmer les prisonniers de guerre allemands et repousser tout le monde vers l'Est. Aussi insensé que cela puisse paraître, c'était un véritable plan britannique qu'il avait proposé aux Américains. Heureusement, cela n'est pas allé très loin. En 1948, Staline a demandé à rejoindre l'OTAN. En 1992, Eltsine a demandé à rejoindre l'OTAN. Plus tard, Poutine a également proposé d'y adhérer. La dernière chose dont l'OTAN avait besoin, pour deux raisons, était de conclure un véritable pacte de sécurité. En 1948, il était entendu que l'OTAN avait été créée contre l'Union soviétique. Donc il n'y a jamais eu de volonté d'assurer une véritable sécurité en Europe. L'Europe a toujours été destinée à être le champ de bataille, même si ce n'était qu'un champ de bataille de la guerre froide. En 1992, puis plus tard, lorsque Poutine a fait sa demande, la dernière chose dont les États-Unis avaient besoin au sein de l'OTAN, c'était d'un autre États-Unis, car les États-Unis dominent l'OTAN. Si l'on laissait les Russes entrer, il serait assez difficile de continuer à dominer l'OTAN lorsqu'on a un contrepoids aussi important que soi-même de l'autre côté. Un contrepoids qui se rétablit très vite, qui se redresse à grande vitesse. En un sens, je veux dire, on peut remonter encore plus loin et soutenir que les Américains ont tiré leur leçon. L'Union soviétique a accepté de rejoindre l'ONU, d'aider à la construire et de faire partie du Conseil de sécurité, n'est-ce pas? Et le Conseil de sécurité n'était pas un instrument destiné à dominer la politique mondiale, sauf pour la Corée, lorsque l'Union soviétique a en fait boycotté le Conseil. Mais c'est tout. Donc en un sens, c'est comme si, au lieu de construire une structure, on construisait une contre-force. Et celle-là, on ne pense pas qu'elle changerait dans un avenir proche en tant que stratégie américaine. Pascal, allons encore plus loin que cela. Nicolas II, avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, poussait et essayait de mettre en place une société des nations, qui, soit dit en passant, n'a été créée qu'après la guerre. Le gouvernement russe tentait de créer une société des nations pour s'assurer qu'il n'y aurait plus de guerre en Europe. Nous essayons d'y parvenir depuis environ 150 ans, et l'Occident a tout fait pour l'éviter, pour la saboter et maintenir les guerres. Vous savez, l'une des choses qui me frustre le plus, c'est que les deux plus grandes conférences de la paix sur le continent européen, en réalité, des conférences de la paix mondiale, les conférences de La Haye de 1889 et 1907, qui ont vu naître une partie du droit international le plus important que nous appliquons encore aujourd'hui, furent une initiative du tsar Nicolas. C'était une idée russe. Cela n'a pas fonctionné. Mais la vraie question est, qu'est-ce qui l'a saboté? Le fait qu'on n'atteigne jamais une structure adéquate, qu'on ne crée jamais le véritable résultat. Et la CSCE était également une approche soviétique. Donc cela s'étend à la Russie. Comment imposer une structure de paix à un continent qui ne veut pas être pacifique? Eh bien, nous pourrions suivre le modèle occidental. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler,
Mais pendant les guerres de religion en Europe, il y avait la Ligue des pacifistes armés, ce qui est un concept intéressant. Vous serez pacifiste en tant que membre de notre Ligue, ou bien nous brûlerons votre château et tuerons tout votre peuple. C'est une façon de faire. Mais le fait est que, en tant que chrétien orthodoxe, en tant que société fondée sur le christianisme orthodoxe, où la guerre est toujours un péché, nous n'avons jamais accepté le concept de guerre juste. Il n'existe pas de guerre juste. Il y a la guerre parce que ne pas s'y engager est perçu comme un péché plus grave que d'y participer, parce que cela reviendrait à laisser un mal plus grand se produire. Mais c'est toujours un mal. La guerre est toujours un péché. Elle peut être le moindre de deux mots, et il faut parfois la faire parce que le monde est un monde déchu. C'est ainsi. Le fait est que, à part la rupture entre la mentalité soviétique et la mentalité bolchevique dans les années 20, Staline se formait pour devenir prêtre dans sa jeunesse. Il a eu une sorte de révélation en 1941. Les restrictions imposées à l'Église ont alors été levées, et la pression sur celle-ci n'est revenue qu'après l'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev. Et cela se produisait déjà à différents niveaux. Propagande, guerre de l'information contre l'Église, et pression sur les personnes qui allaient à l'Église, en les menaçant de mettre fin à leur carrière si elles continuaient. Et d'ailleurs, lorsque Khrouchtchev a été écarté par le Politburo, l'une des raisons était ses attaques contre l'Église, ce qui est assez intéressant. Donc cette mentalité était toujours présente, car la culture reste fondée sur l'orthodoxie, sur 1000 ans de christianisme orthodoxe. Qu'on le veuille ou non, à part, comme je l'ai dit, Lénine et Trotsky, la société reposait encore sur cette base. Staline l'a d'abord construite sans Dieu, puis il a permis à Dieu d'y revenir peu à peu. Et cette mentalité est toujours là. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, la dernière chose que Staline voulait, c'était une autre guerre. Très littéralement, la dernière chose qu'il voulait, je veux dire, l'Union soviétique, la Russie. Enfin, ce n'était pas seulement la Russie. L'Union soviétique a subi d'énormes pertes. Il ne voulait pas revivre cela. Il voulait reconstruire et créer un État prospère. Que l'on soit d'accord ou non avec le système soviétique, c'est une autre question. Mais la mentalité était « nous ne voulons pas d'une autre guerre. Nous voulons la sécurité européenne. » Et avant cela, en tant que monarque chrétien, en tant que monarque orthodoxe, l'objectif était de préserver la sécurité et de mettre fin à ces guerres. En fait, sous Alexandre III, lorsqu'il était empereur, il n'y eut pas une seule guerre. Il y a eu des escarmouches frontalières, mais pas une seule guerre, car il était le deuxième fils. Il n'était pas censé devenir empereur. Son frère George est mort subitement, et il est devenu l'héritier. Mais en tant que deuxième fils, Alexandre III a combattu dans l'une des guerres russo-turques. Il savait donc de première main ce qu'était la guerre. Et il n'a pas combattu à l'arrière. Il a réellement pris part au combat. Il savait très bien à quoi ressemblait cette guerre. Ainsi, lorsqu'il est devenu tsar, il a évité les guerres autant qu'il le pouvait. Il y a eu de nombreuses occasions de se battre contre les Britanniques, mais il les a évitées. C'est une impulsion multigénérationnelle. Encore une fois, la propagande occidentale. On croirait que chaque jour, les enfants soviétiques se lèvent, se limeraient les dents en pointe, aiguiseraient leurs griffes et tueraient cérémonieusement un Yankee, parce que oui, nous serions des animaux, vous savez, avant de boire un verre de sang. Voilà ce que serait la propagande occidentale. Mais si l'on regarde les faits historiques réels, comme vous l'avez dit, les deux conférences de paix avant la conférence de La Haye ont été entièrement impulsées par la Russie. C'est ainsi depuis plus de 150 ans. Cela n'a pas été couronné de succès, malheureusement, dans l'ensemble, mais cela a existé. Si nous tirons les leçons du passé, l'une des caractéristiques de l'être humain
est que lorsqu'il échoue une fois, 2 fois ou 3 fois à accomplir quelque chose, il essaie une 4e, une 5e, puis une 6e fois. En ce sens, la longue trajectoire, depuis les 2 premières conférences de paix, en passant par la Société des Nations, l'ONU, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, et les années 1990, qui furent également un moment de négociation, ainsi que la réunification de l'Allemagne, représentait, d'une certaine manière, l'Union soviétique disant « Très bien, les gars, allez-y, soyez ensemble, et ensuite nous construirons quelque chose, la maison commune. » Alors, quelle serait l'approche aujourd'hui, une fois que ce sera décidé, qui pourrait permettre une conférence rassemblant enfin toutes les parties? Car l'une des choses que nous n'avons pas encore vues, par exemple, c'est l'intégration des Chinois, ou un travail à travers les BRICS, d'une manière qui crée des structures auxquelles l'Occident, au final, ne pourrait tout simplement pas dire non. Eh bien, nous avons vu des tentatives pour faire intervenir les Chinois. Ce sont en réalité des tentatives très maladroites. Macron était justement en Chine, suppliant Xi de décrocher le téléphone et de forcer Vladimir Vladimirovitch à faire ce qu'il lui dit. Parce que le problème en Occident, particulièrement en ce moment, même s'il existait déjà dans une certaine mesure auparavant, mais surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est une mentalité de maître et de vassal. N'est-ce pas? Vous savez, bon, les Américains nous disent quoi faire. Et avec la Russie et la Chine, ce doivent être les Chinois qui commandent et qui peuvent dire aux Russes quoi faire. Ils ne comprennent pas les pays qui fonctionnent sur un pied d'égalité. Vous savez, nous pouvons nous consulter, nous pouvons discuter, mais nous ne nous donnons pas d'ordre les uns aux autres. C'est un concept que Bruxelles ne peut pas comprendre, parce qu'ils ont grandi avec cette idée. Je suis subordonné à cet homme, et cet homme est subordonné à un autre. Et cette mentalité parmi les élites occidentales, en particulier les Européens de l'Ouest, existe depuis le féodalisme. Elle est toujours là. Elle n'a pas changé. Vous savez, le féodalisme en Russie a disparu sous Ivan Vassilievitch III, le grand-père d'Ivan le Terrible. Mais le féodalisme a disparu parce qu'il a créé un système de pomestie, c'est-à-dire des terres données aux nobles en échange d'un service militaire. Mais il n'y avait pas de hiérarchie. Ils ne répondaient tous qu'au tsar. Ou plutôt, à ce moment-là, ce n'était pas encore un tsar. C'était le grand prince. Ainsi, le féodalisme en tant que système s'est effondré. Il commençait à se former en Russie, mais je ne dirais pas qu'il a été avorté. Il existait déjà, mais il a été tué dans son enfance. Donc ce système complet de féodalisme n'a jamais vraiment existé. Tout le monde répondait simplement à l'autorité centrale. Mais la mentalité féodale occidentale est toujours là, du moins parmi les élites. Vous savez, nous avons toujours quelqu'un à qui répondre. Et puis, la hiérarchie au sein des BRICS n'a pas cela. Et je pense que c'est un gros problème. C'est pourquoi ils vont voir la Chine. Et dites aux Russes quoi faire. Pourquoi? Comment? Vous savez, nous ne pouvons pas dire aux Russes quoi faire. Les Russes font ce qu'ils veulent faire. Nous pouvons leur parler. Nous pouvons les consulter, mais c'est la majorité. Et c'est bien là le problème. L'Ukraine, c'est fini, sauf pour les morts. Il va y avoir beaucoup de morts au cours de l'année ou des 2 années à venir, qu'on le veuille ou non. La question est, que feront les Européens centraux et occidentaux? La Russie mise sur le long terme. C'est l'une des raisons pour lesquelles cela a pris autant de temps. Et le long terme, c'est l'effondrement et la révolution en Occident. Du moins la destitution de ces gens du pouvoir et leur remplacement par d'autres. Mais ces gens, et ils le savent, je suis à peu près certain qu'ils sont psychotiques. Ils sont très peu instruits, car ils ne comprennent rien à l'économie. La plupart d'entre eux n'ont jamais travaillé dans le monde des affaires. Vous savez, ils grandissent, terminent l'université et se lancent directement dans des carrières politiques.
La plupart de ces gens ne comprennent pas comment les entreprises sont gérées, comment les économies fonctionnent, ni comment leur propre population vit. Mais ils savent comment conserver le pouvoir, et ils savent qu'ils sont sur le point de le perdre. Je pense qu'ils deviennent désespérés. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Nous avons vu l'Europe, enfin, l'Europe occidentale et centrale, devenir une véritable tyrannie à bien des égards. Je veux dire, bon sang, il y a eu un article à ce sujet. Un Britannique vient d'être arrêté parce qu'il était aux États-Unis pour rendre visite à un ami, et il a publié sur Facebook des photos de lui en train de tirer avec des fusils là-bas. Oui. Franchement, que dire? L'Angleterre est un goulag à ciel ouvert, avec environ 20 000 prisonniers politiques. Comment autrement décrire quelqu'un qui se fait arrêter pour avoir exprimé son opinion sur Facebook et qui prend 2, 3, 4 ans de véritable prison pour ça? C'est insensé. Mais c'est un État policier, un véritable État policier. Et la plupart de l'Europe s'engage dans cette direction. La Grande-Bretagne arrête des personnes qui protestent contre le génocide à Gaza. Les Allemands arrêtent des gens et les poursuivent en justice. C'est en fait un moment très sombre pour l'Europe, tout en continuant à clamer qu'elle est le berceau de la démocratie. Donc votre prédiction générale est que la Russie parie essentiellement sur le fait que ce système ne pourra pas se maintenir encore très longtemps. C'est là-dessus qu'ils misent. Qu'ils aient raison ou non, difficile à dire. C'est un peu comme, tu sais, les débandades au combat. Une unité peut tenir bon, se battre longtemps et durement, puis soudainement, le moral s'effondre. Parfois, même quand la victoire est à portée de main, le moral lâche et elle fuit. D'autres fois, ils restent et se battent jusqu'au bout. C'est difficile à prévoir, mais c'est la même chose ici. Vont-ils se débander? Tu sais, si une guerre civile éclate en France ou en Irlande, est-ce qu'elle se propagera en Angleterre? Absolument. Est-ce qu'elle se répandra comme une traînée de poudre? Peut-être. Et je pense que c'est ça, la peur. Alors ils feront tout ce qui est possible pour verrouiller la situation. Et le problème, c'est que l'un des meilleurs moyens de se débarrasser de son opposition politique, c'est de la faire mourir sur un champ de bataille quelque part. Parce qu'une fois qu'on entre en guerre, toutes les règles de la société civile disparaissent. Cette petite protestation contre l'enrôlement dans l'armée, c'est de la sédition, mesdames et messieurs. La sédition est passible d'exécution, ou bien on vous enverra simplement au front, de toute façon. Oh, vous voulez votre propre parti politique, qui n'est pas d'accord avec nous. Vous êtes des agents de l'ennemi. Eh bien, on vous ferme, on vous arrête, et direction les camps. Et nous avons déjà vu cela auparavant. Je veux dire, ce n'est pas moi qui fantasme sur quelque chose qui pourrait arriver. Nous voyons comment cela s'est passé en Ukraine, n'est-ce pas? Nous avons vu comment la démocratie ukrainienne s'est effondrée sous la dictature qu'a entraîné la guerre. Tout a fonctionné. La démocratie s'effondrait. Enfin, je ne dirais pas démocratie, je n'aime pas ce terme. La démocratie, c'est la loi de la foule. Comme l'a dit Jefferson, c'est les 51% qui retirent leurs droits aux 49%. Le système républicain, un système d'équilibre des pouvoirs et de représentation, était en train de mourir, ou peut-être déjà mort une fois que les combats avaient vraiment commencé. Il était déjà en déclin depuis 2014, lorsque l'ancien SBU avait été démantelé et que le nouveau bureau de sécurité d'Ukraine avait été créé par la CIA, le MI6 et les 5e et 6e directions. Je ne sais pas pourquoi le MI6 a dû nommer la direction ukrainienne la 6e direction. J'aime le chiffre 6. Mais vous savez, il y a aujourd'hui une Gestapo en place et elle assassine des gens. Elle a tué. Il y a des milliers et des milliers de personnes en Ukraine qui ont disparu entre 2014 et 2022. Et la situation n'a fait qu'empirer depuis.
11 ou 12 partis d'opposition ont été interdits. Des dirigeants ont disparu ou ont été assassinés. Les biens ont été confisqués. Tous les médias ont été regroupés sous Zelensky. Ah, et vous savez, pas d'élection. Mais c'est ainsi que fonctionne la démocratie. C'est ce qu'on a dit à l'Occident. Oh, cette démocratie sous pression. Eh bien, vous savez, si l'on parle de 52% qui retirent les droits de 49%, peut-être. Mais je ne pense pas qu'il y ait de 52% ici. C'est plutôt 20% qui retirent les droits de 80%. La règle du 20-80. Mais c'est ce qu'il y a. Et l'Occident redouble, triple, quadruple ses efforts. Donc j'ai bien peur que la question ukrainienne ne soit pas réglée. Je pense qu'à la fin, ces dirigeants occidentaux vont intervenir. Ce sera la mort par l'ours voisin. Alors bon sang, vous ne me laisserez pas. Je suis l'Amérique. Le désespoir grandit. J'espère me tromper. J'espère plus que je ne crois. Quelqu'un, apportez-lui une nouvelle télé avec de meilleurs programmes, s'il vous plaît. Très bien. Merci beaucoup pour votre analyse et vos estimations. J'y accorde vraiment de la valeur puisque vous venez de divers horizons. Les personnes qui souhaitent en voir davantage de votre part devraient aller avant tout sur votre propre chaîne YouTube. Slavic Man, n'est-ce pas? Monsieur Slavic Man, mais avec un K, pas un C. Monsieur Slavic Man avec un K. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous, ainsi que votre chaîne Telegram et les autres liens où les gens peuvent vous trouver. Et puis, nous ferons bientôt une nouvelle mise à jour. Absolument. Merci, nous pouvons pouvoir. Merci. Thank you.